Toute la France a réagi à cette nouvelle tombée mi-septembre. La fin du contrat du siècle. L'Australie rompt le contrat du siècle avec la France sur les sous-marins au profit de technologies américaines et britanniques. L'expression revient souvent d'ailleurs, c'était le contrat du siècle. L'Australie a décidé de rompre son contrat signé avec la France et d'annuler l'achat de 12 sous-marins. Et surtout les Américains et les Britanniques qui récupèrent ce contrat de fabrication. Et côté français, ça a été vécu comme une véritable trahison, avec beaucoup de frustration, beaucoup de colère. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Je pense que c'est une rupture de confiance majeure. Moi, je suis vraiment très en colère. Et oui, une perte de plus de 50 milliards d'euros pour l'État français. La France voit donc un contrat de quelques 56 milliards d'euros lui échapper. Et si, contrairement à ce que tout le monde dit en France, l'Australie avait eu raison de rompre ce contrat. Je voudrais voir avec vous les 5 grandes erreurs qu'il y a eu dans la gestion de ce contrat, parce que mon œil de négociateur et d'acheteur professionnel m'a donné envie de creuser les dessous de cette histoire pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. C'est un exemple très flagrant de mauvaise gestion de la relation client-fournisseur, avec un pilotage plus qu'approximatif des négociations. En 2016, l'Australie lance un grand appel d'offres pour s'équiper en sous-marins. Le groupe français Naval Group participe, l'allemand ThyssenKrupp Marine Systems participe aussi, et le japonais Mitsubishi Kawasaki. La demande initiale, c'était de fournir 12 sous-marins à propulsion conventionnelle, donc pas à propulsion nucléaire. Vous verrez, ça aura son importance dans la suite de l'histoire. Le budget initialement prévu était de 50 milliards de dollars australiens, soit environ 30 milliards d'euros. Et après plusieurs semaines de discussion, Naval Group et l'État français remportent cet appel d'offres, avec notamment un gros engagement de dépenser très localement cet argent. 34 milliards d'euros, 34 billion euros, de milliers d'emplois en Australie. 60% de la valeur du contrat devait être dépensée sur place. Et la première erreur qui a été commise, c'est qu'en 5 ans, il y a eu des surcoûts exorbitants. En 2016, la signature a été faite pour 12 sous-marins, pour un montant total de 34 milliards d'euros. Manuel Valls, qui était alors Premier ministre, s'est d'ailleurs rendu en Australie directement pour finaliser les négociations. Mais à l'occasion de l'annonce par le gouvernement australien, il y a quelques jours, du choix de la France pour la construction des 12 sous-marins, il était tout à fait normal et logique que je vienne ici. Et en juin 2021, le budget global de ces 12 sous-marins était passé à 56 milliards d'euros, soit plus 22 milliards. Et forcément, quand on est client comme l'Australie, avoir un contrat qui était prévu à 34 milliards d'euros et qui explose à 56 milliards, soit quasiment le double, bah ça pose des questions. Forcément, ça change un petit peu la donne. Si vous demain vous voulez refaire votre cuisine, que vous demandez à quelques cuisinistes dans la région de vous faire un devis, qu'il y en a un qui vous fait un devis à 15 000, vous le choisissez, vous commencez à dessiner un petit peu les plans, et puis qu'au bout d'un moment il vous dit bah non finalement ce sera pas 15 000, ce sera 18 000, bah non 22 000, bah non 30 000, bah non 32 000, et que ça monte comme ça, au bout d'un moment vous allez dire bah écoutez non c'est gentil mais c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, donc on décide de rompre le contrat. Et début juin, l'Australie a expliqué ouvertement la menace d'un plan B si les négociations sur ces surcoûts n'aboutissaient pas. Malheureusement, Naval Group et la France n'ont pas réussi à aboutir à des bonnes négociations avec l'Australie, mais ça on en reparlera dans le point numéro 5. La deuxième erreur, c'est la mauvaise compréhension du besoin des Australiens, ou en tout cas l'évolution du besoin. En 2016, les Australiens voulaient 12 sous-marins à propulsion traditionnelle, donc non nucléaire. Et en 2021, quand ils ont décidé d'annuler ce contrat avec Naval Group et la France, ils ont décidé de partir avec les Américains et les Britanniques pour des sous-marins à propulsion nucléaire. Et c'est pas que les Australiens ils ont changé d'avis entre 2016 et 2021, c'est juste que leur besoin il a évolué. Et ce besoin il aurait pu être mieux compris, en tout cas challengé à la base quand la France a signé avec l'Australie. Certes la demande elle était sur des sous-marins à propulsion traditionnelle, mais la technologie de la propulsion diesel c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Déjà pendant la Première Guerre mondiale en 14-18, il y avait des sous-marins à propulsion diesel. Sauf que le diesel, tout le monde le sait, ça devient quand même une technologie doucement mourante. De plus en plus de voitures à diesel sont interdites en circulation. Écologiquement, le moteur diesel est sous le feu des critiques. En 2012, l'OMS avait classé les gaz d'échappement des moteurs diesel comme cancérogènes. Il aurait fallu, dès le départ, imaginer une technologie de propulsion qui soit plus adaptée à l'Australie sur le long terme. Dans un très bon article publié quelques jours après l'annonce, le journal The Conversation explique l'avantage de l'Australie à avoir des sous-marins à propulsion nucléaire. L'avantage des sous-marins nucléaires, c'est qu'ils n'ont pas besoin de remonter à la surface et peuvent rester immergés, donc furtifs, plus longtemps. A l'inverse, les sous-marins à propulsion conventionnelle, diesel électrique, doivent faire surface régulièrement, s'exposant alors à la détection. Et ce qui est dommage en plus, c'est que la France connaissait cette technologie des sous-marins nucléaires, et que si la demande de l'Australie avait bien été clarifiée et si le besoin avait bien été challengé dès le début, la France aurait pu répondre à l'appel d'offres avec ses sous-marins nucléaires, et aujourd'hui en 2021, l'Australie aurait déjà ses premiers sous-marins nucléaires, livrés par la France. Bien comprendre le besoin, c'est hyper important dans une relation client-fournisseur, et c'est aussi le rôle du fournisseur d'interroger le besoin du client, et éventuellement de proposer des solutions alternatives qui soient plus intéressantes, plus innovantes ou à meilleur coût. La troisième erreur, c'est de se focaliser sur les 12 sous-marins. On se rend compte que la décision, elle est bien plus complexe que juste commander 12 sous-marins. Il y a un vrai jeu géopolitique derrière tout ça. Dès qu'on parle d'armement sur la scène internationale, on parle de géopolitique.
C'est la volonté américaine de rassembler autour de ses principaux alliés contre la Chine, qui est l'ennemi désigné depuis un certain temps. Et bien sûr, comme l'administration américaine est la plus forte, elle fait, elle balaye tout ce qui peut aller contre ses intérêts. Et actuellement, dans les tensions qui font face entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis avaient intérêt à aller gratter ce marché aux Français pour aller équiper l'Australie avec leurs sous-marins à eux. Et les rapports tendus entre la France et les États-Unis, notamment depuis le refus de la France d'intégrer la guerre en Irak en 2002, n'ont pas dû beaucoup aider la gestion de ce dossier. Et ça arrive régulièrement dans certaines négociations. On peut penser par exemple à l'affaire des Mistral, qui fait référence à la non-livraison de 2 porte-hélicoptères Mistral français qui avaient été commandés par les Russes en 2010. Et suite à son implication dans la crise de la Crimée, la France a décidé d'annuler cette livraison et donc de casser le contrat. Donc ça arrive de casser des contrats pour des raisons géopolitiques. Malheureusement, dans ces cas-là, c'est la France qui en a fait les frais. La quatrième erreur, c'est de prendre ça personnellement. Ça reste du business. Et nous avons aujourd'hui le passage du contrat du siècle à la trahison du siècle. En France, de nombreux hommes et femmes politiques se sont offusqués de la réaction de l'Australie et de l'annulation du contrat, alors qu'à la fin, ça reste du business. Le client Australie avait besoin d'un fournisseur pour faire des sous-marins, ils ont fait un appel d'offres, plusieurs fournisseurs ont répondu à l'appel d'offres, dont la France, le contrat a été signé, et comme la France ne remplissait pas le contrat à la hauteur de ce que voulait l'Australie, le contrat a été rompu. Ça reste du pur business. Et malheureusement, ça touche la France, ça touche l'industrie, ça touche le savoir-faire français. Mais les États-Unis avaient certainement eux aussi intérêt à vouloir rentrer dans ce jeu-là et à signer un gros contrat. Et là où on voit que c'est un pur contrat business entre deux entreprises, c'est qu'il y avait des pénalités prévues en cas de cessation du contrat. Pour l'instant, le contrat n'en est qu'à dans la première phase, la phase de conception, la phase de design, et il y avait une pénalité de 90 millions qui était prévue en cas de rupture du contrat. Si ça passait à la phase suivante, la phase de fabrication, dans ces cas-là, la pénalité passait à 250 millions. Et enfin, la cinquième et dernière erreur, c'est le manque d'accompagnement politique. Le problème dans ce type de contrat-là, c'est que ça a été signé par Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque en 2016, et que souvent en politique, quand il y a des mandats comme ça, il y en a un qui s'engage, et puis après il y en a un autre qui exécute. Manuel Valls, il a signé en 2016 pour 34 milliards, en disant oui, on va vous faire de vous 12 sous-marins pour 34 milliards, sauf que le 6 décembre 2016, il est plus Premier ministre, et derrière la mise en place du contrat, elle est assurée par d'autres personnes, chez Naval Group, d'autres personnes à l'État français, et puis forcément ils se rendent compte que les 34 milliards qui avaient été estimés au début ne correspondent pas du tout à la réalité. Et le problème global, c'est que Naval Group et la France n'ont pas réussi à rassurer l'Australie au fur et à mesure de la gestion de ce contrat-là. Le gouvernement australien, dès le mois de juin, a alerté sur le fait qu'il y avait un vrai risque si les surcoûts continuaient à monter et s'il n'y avait pas de négociations possibles pour maîtriser ces surcoûts. L'État français n'a pas réussi à rassurer l'Australie sur le fait que le budget pourrait être maintenu, donc comme ils n'étaient pas rassurés sur le fait que la France allait gérer ce contrat, comme ils pensaient qu'il y avait potentiellement un gain à passer sur une technologie nucléaire, et comme il y avait déjà beaucoup d'argent qui avait été perdu, ils ont préféré dire on prend pas plus de risques, on passe pas en phase 2, on coupe le contrat maintenant, et comme ça on arrête l'hémorragie des surcoûts. Et mettez-vous à la place de l'Australie. Si demain vous achetez une technologie vieillissante, à un prix qui est très élevé, que votre fournisseur vous annonce des surcoûts très réguliers, et qu'à aucun moment il arrive à vous rassurer sur le fait qu'il va réussir à remplir le contrat, forcément vous allez vous aussi avoir envie de rompre ce contrat pour potentiellement trouver un autre acteur. Et là le problème c'est qu'il y avait un autre acteur très intéressé pour ce contrat, les États-Unis, et résultat, la France a perdu. Bien entendu, il y a plein d'autres éléments qui entourent ce contrat et ces relations internationales entre l'Australie, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, mais d'un point de vue purement achat et gestion de la relation fournisseur, l'Australie a selon moi bien fait de rompre ce contrat avec la France. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous invite à mettre un petit commentaire pour m'expliquer votre point de vue, et si vous voulez creuser d'autres erreurs de négociation qu'on fait très régulièrement, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous y partage 7 erreurs de négociation que l'on fait tous. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao.